Donc voilà. Donc nous sommes 1 heure plus tard, toujours les mêmes règles. Alors cette fois-ci, la PEP est à 16, sédaté, curarisé, vous voyez. Et tout d'un coup, le patient, à l'occasion d'une aspiration trachéale, il y a une déconnexion du ventilateur et le patient désature très profondément. Il avait été mis juste pour l'aspiration en FiO2 1, alors qu'il est habituellement en 70%, et il désature très profondément. Sa saturation passe de 95 à 80-82%. Qu'est-ce que vous faites? Ok, parfait. En fait, c'est amusant parce que c'est assez populaire la manœuvre de recrutement. Pour une raison qui m'échappe un peu, c'est assez populaire. Alors qu'en fait, c'est un peu compliqué, hein. C'est quoi une manœuvre de recrutement? En fait, c'est simplement une manœuvre qui va aboutir à augmenter le volume et la pression et les volumes pulmonaires transitoirement. Alors, il y a plein de méthodes qui ont été proposées. La, la méthode qui a été longtemps la plus populaire, c'est la méthode qui avait été proposée par Marcello Amato, qui était dite 40-40, c'est-à-dire 40 cm d'eau pendant 40 secondes. C'est clairement la méthode la plus mal tolérée, parce que c'est de l'apnée, c'est 40 secondes d'apnée. Il y a eu plein de choses qui ont été démontrées. Pour vous faire un message très mâché de toute la littérature, le truc pour améliorer d'abord les manœuvres de recrutement, c'est quelque chose d'assez dangereux. Et il faut être extrêmement vigilant. Et si vous faites une manœuvre de recrutement, il faut la faire, il faut être là. C'est pas dire, je dis à l'infirmière, tiens, fais une manœuvre de recrutement. Moi, là, voilà, je suis à la piscine, vas-y. Non, il faut être là, il faut surveiller. Ça peut être très mal toléré. Il faut être extrêmement prudent. Les indications sont très limitées, à mon sens aujourd'hui. En tout cas, si vous faites ça, il faut faire une manœuvre où on maintient la ventilation. Et le plus simple et de loin, c'est simplement d'augmenter la PEP. Vous prenez le bouton de PEP et vous l'augmentez progressivement jusqu'à des niveaux très élevés qui vont résulter dans des pressions de plateau très élevées mais très transitoires. Donc c'est clairement le plus simple. Alors on sait que voilà, ça c'est c'est Eddie Fan, c'est un des adjoints de Laurent Brochard à Toronto. Chaque point c'est une étude en fait, c'est pas un malade. Il a repris toutes les études et qui ont montré l'évolution de l'oxygénation après, donc entre après puis avant manœuvre de recrutement. Il y a plein d'études où il n'y a rien comme effet. Plein. Donc pas non plus aussi. Puis il y a des malades il y a 10% d'hypotension, c'est pas banal. Il y a des malades qui font des bradycardies, donc c'est quelque chose qui est un tout petit peu dangereux. Par contre, dans la conférence d'experts de la Société de réanimation française, qui doit être disponible encore sur le site, enfin j'espère, il y avait un accord pour penser que les manœuvres de recrutement peuvent être appliquées à la phase aiguë après les épisodes de dérecrutement, notamment les aspirations trachéales ou les déconnexions accidentelles. Là, c'était une bonne... Là, c'est typique, cette désaturation est liée à un dérecrutement brutal. Vous réouvrez le poumon transitoirement et ça va corriger ces désaturations. Voilà, nous sommes maintenant 6 heures après l'intubation. Les réglages n'ont pas changé. 400, si, la fréquence peut-être. 440 x 35, 70% PEP 16. Sédation, curarisation. Il a reçu 2000 cc de sérum salé. Il a maintenant un peu de noradrénaline. La pression est correcte. Il a 39,7 de température, 46 de pression de pic et 30 de pression de plateau. 18 de PEP total. OK. Et donc, le pH est à 7,28, la PCO2 est à 54. Donc là, il est un peu en acidose hypercapnique. Et donc là... Enfin, je suis content parce qu'il y en a 33% qui diminuent la température corporelle. C'est un télo, ça. C'est pas mal. Ok, on va revenir sur chacune de... peut-être. Donc, le remplacement du filtre, oui, bien sûr. Vous savez que tout étant égal pareil, enfin la PCO2, ça résulte du ratio entre la production de CO2 et la ventilation alvéolaire. Et que la ventilation alvéolaire, elle dépend de la fréquence respiratoire et du volume courant alvéolaire. Et que le volume courant alvéolaire, il dépend du volume courant et du volume de l'espace mort. Et que le volume de l'espace mort physiologique, en fait, c'est deux choses. L'espace mort physiologique, c'est d'une part l'espace mort anatomique, ce qui correspond aux voies aériennes, plus l'espace mort instrumental, c'est-à-dire tout ce qui sépare
disons, la zone d'échange des alvéoles de la pièce en Y du respirateur où les gaz inspirés et expirés sont séparés. Ça, c'est l'espace mort anatomique. Et puis l'espace mort alvéolaire, en fait, c'est un volume conceptuel qui résulte de l'ensemble des anomalies ventilation-perfusion, y compris les zones, notamment les zones espace mort, mais pas seulement. Donc voilà, un filtre échangeur de chaleur et d'humidité, ça fait, en fonction des modèles, entre 20 et 30 millilitres. Donc ça contribue à l'espace mort. Et le fait de réduire cet espace mort instrumental, ça a été largement documenté. Ça, c'est une étude qui avait été menée par nos collègues brestois, et publiée dans Intensifier, des patients qui ont un SDRA. On ne change rien à la ventilation, mais on va changer le volume de l'espace mort instrumental. Et vous voyez quand on réduit l'espace mort instrumental, on est capable de réduire très significativement le niveau de PCO2 chez ces malades. Ok, donc ça c'est la première mesure, et au cours du SDRA, et qui est ventilé, qui a déjà un espace mort physiologique important lié aux anomalies des rapports ventilation-perfusion, il faut tout faire pour réduire l'espace mort instrumental. Donc deux messages simples, si vous utilisez des filtres échangeurs de chaleur et d'humidité, utilisez des modèles dits S pour small, là, qui réduisent l'espace mort, mais encore mieux, utilisez de préférence un humidificateur chauffant qui vous permet de vous débarrasser de l'espace mort de ce filtre. Ça c'est le message important. Deuxième message important, je vous rappelle, la PCO2 résulte du ratio entre la production de CO2 et la ventilation alvéolaire. Donc là, on a parlé de la ventilation alvéolaire, il y a la production de CO2. La production de CO2, elle dépend de l'activité métabolique. Et chez un malade qui est très fébrile, vous pouvez très facilement réduire la VO2, la consommation d'oxygène, et donc la production de CO2 en contrôlant sa température. Je ne vous dis pas de le rendre hypotherme, hein, attention. Vous savez qu'il y a plein de questions avec l'hypothermie, d'effets potentiellement délétères. Simplement de contrôler la température. C'est ce qui avait été montré par cette étude de Constantin Mantous, là, qui est publiée dans le Blood Journal. C'est très simple. Au passage, c'est un effet que vous connaissez par cœur. Hein. Il y en a probablement parmi vous qui s'occupent de malades qui ont fait des arrêts cardiaques, chez qui font un peu d'hypothermie encore, on débat un peu. Ça, c'est un truc typique. Hein. Vous réglez, le malade qui a fait un arrêt cardiaque, il est sédaté. Quand vous faites des gaz du sang, vous réglez votre ventilateur, parfait, gaz du sang, PCO2 40, pH 740, je suis le roi du pétrole. Et vous dites, on met en place notre dispositif d'hypothermie, on va le mettre à 34 degrés. Et 6 heures plus tard, vous faites des gaz du sang, il est à 34 degrés, vous n'avez rien changé au ventilateur. PCO2, 28. 40, 28. Vous n'avez pas changé un millilitre le volume courant. C'est ça. Vous avez, en faisant baisser la température, vous avez réduit la consommation d'oxygène, réduit la production de CO2, et donc vous avez fait baisser la PCO2. Donc dans le SDRA grave, c'est un moyen extrêmement simple de contrôler. Je ne vous dis pas de rendre hypotherme, parce que vous savez, il y a des effets compliqués immunologiques, mais au moins de contrôler la température, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça va faire? Alors pensez à un petit effet sur l'oxygène. Ça peut avoir un effet important sur l'oxygénation par des phénomènes de relation, dits shunt, débit, mais ça peut surtout vous réduire les besoins ventilatoires et par exemple, éventuellement, par exemple, vous permettre de réduire le VT et éventuellement d'augmenter la PEP pour une même pression de plateau, vous voyez, pour corriger l'oxygénation. C'est extrêmement simple. Il faut penser à ces mesures-là. Il y avait 30% d'entre vous qui ont évoqué le fait de pouvoir faire de l'épuration extracorporelle de CO2, donc ECCO2R pour extracorporeal CO2 removal. Donc là, c'est pas nouveau du tout. Hein. Là, c'est juste pour le message du vieux aux jeunes qui croient qu'ils ont tout découvert. Pas du tout. 1981, la Gattinoni dans Lancet. Donc vous voyez, c'est pas récent. L'idée de faire de l'épuration extracorporelle de CO2. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a une offre technologique de dispositifs assez simples à utiliser qui permettent de faire ça. L'intérêt par rapport à l'ECMO, c'est qu'on a besoin de débits bien plus bas pour des raisons de diffusion du CO2 et de physique assez simple d'ailleurs, mais assez amusante. C'est beaucoup plus facile d'éliminer le CO2 que d'enrichir en oxygène. Donc, on a des besoins de débit inférieurs à 1 litre minute. Pourquoi c'est important ça? Parce que, en fait, ce qui va faire le débit, outre les puissances des pompes, ce n'est pas le problème.
c'est la taille du cathéter. Hein. Pour faire de l'ECMO, on a besoin de débit élevé, il faut des grosses canules. Pour faire de l'épuration extracorporelle de CO2, on a besoin de cathéters. Alors, qui sont en général entre 15,5 et 19 French. C'est un peu plus gros, à force de dire que c'est des cathéters d'hémodialyse, c'est un gros cathéter pour l'hémodialyse. Mais enfin, c'est pas très gros, quoi. C'est un truc très standard. Donc, des cathéters à double lumière. Donc, ça marche. Ça élimine le CO2. Ça peut éliminer jusqu'à 150, 200, voire un peu plus avec 1 litre minute, 200 millilitres par minute de CO2, ce qui est pas rien. Voilà, il y a plusieurs papiers qui ont montré que c'était faisable. Ça, c'est un des premiers, c'est l'équipe de Marco Ranieri, qui à l'époque était turinois, qui maintenant est à Rome, qui a montré que ça marchait, qu'on pouvait réduire le volume courant, donc réduire la pression de plateau, puis augmenter la PEP. Okay. Puis on a cet essai allemand, en fait, alors lui, qui était fait pas exactement avec les dispositifs, il était fait avec ce qu'on appelle la ILA active, qui était une membrane, qui était un système artério-veineux. C'était pas un système véno-veineux avec un cathéter, c'était un système sans pompe artério-veineux, mais voilà, l'effet c'est à peu près pareil. C'est même, ce système d'ailleurs n'est plus utilisé. Ça permet de réduire considérablement le volume courant. Alors pour l'instant, ben voilà, ça existe. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Hein. Ça existe. Et quand on met en place ces machines chez les patients qui ont SDRA, on peut ventiler les malades avec des volumes courants encore plus bas que 6, 4, voire 3. Et là, 3 millilitres kilo, on n'est pas très loin de l'espace mort. Voilà, on peut faire ça. Mais on ne sait pas du tout ce que ça fait sur le devenir des malades. Hein. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de faire de l'épuration extracorporelle de CO2 dans le SDRA en dehors de la recherche clinique. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un grand essai, qui est l'essai Supernova, un essai qui est soutenu, dont les deux investigateurs principaux sont Alain Combe et Marco Ranieri, qui est soutenu par le réseau REVA. Et en fait, en ce moment, on fait ce qu'on appelle l'étude pilote. Il y a quelques centres en France dont nous faisons partie. On fait l'étude pilote, on essaie de regarder ce que ça donne, d'abord de voir si c'est faisable. Pourquoi on le fait? Parce que l'idée, c'est de dire, rappelez-vous, je vais passer de 12 à 6 et il y a eu plus de survivants. Pourquoi? Peut-être, si ça se trouve, si je passe de 6 à 3, je vais encore faire mieux. Sauf que le problème, c'est que passer de 6 à 3, il va bien falloir que je m'occupe du CO2. Quoi. Parce que là, le CO2 va s'accumuler. Au passage, on ne sait pas très bien quelle est la bonne cible de PCO2. Hein. Vous savez qu'il y a des débats. Dans l'étude de la RDS-Net, l'objectif, c'était d'avoir une PCO2 qui résultait dans un pH normal. Donc, en gros, une PCO2 normale. Il y a beaucoup de gens, et des gens très intelligents, et notamment à Toronto, il y a Brian Kavanagh, qui est un type qui est très bon physiologiste, qui disent, si ça se trouve, en fait, ce qui serait bien, c'est de laisser monter la PCO2. Ce n'est pas très clair aujourd'hui. C'est assez amusant, parce qu'on est en train de tester des dispositifs d'élimination du CO2, alors qu'il y a des gens qui disent, si ça se trouve, mon truc, c'est de la laisser monter. Donc, vous voyez, voilà, il faut être extrêmement prudent. C'est des bonnes cibles, il y a des idées derrière. Non, je dis ça parce que derrière, c'est des malades quand même, c'est pas des animaux, c'est des gens. C'est la vie des gens quand même, hein, parce que les stratégies, au moins dans le SDRA, on a des preuves très fortes que les stratégies changent le destin. Hein. Et puis c'est mort ou vivant, ce qui est assez différent quand même. Hein. Mort, vivant. C'est pas une nuance, les faits. Donc aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent et on en est là, mais c'est très encourageant, ça nous donne plein d'idées. Mais il faut avancer pas à pas. Et donc aujourd'hui, il faut rester extrêmement prudent sur cette technique parce que tout ça est très joli, ça fait de la belle physiologie, sauf que c'est quand même un cathéter assez gros. Il faut les anticoagulants à d'assez bonnes doses. Et les malades en réanimation sous anticoagulants, ils saignent, et plus que la population générale, parce qu'ils ont plus. Voilà. Donc il y a beaucoup de questions. 12 heures après l'intubation. Qu'est-ce que je vais vous poser comme question là-dessus que je me remémore. Ah oui, voilà. Donc VAC, 440 x 35, 70% des FiO2, PEP 16, sédaté curarisé, pression de plateau à 30, PEP total à 17, et là, 68 de PO2, 90% de saturation.
Ok, tout le monde a vu la situation. Ok, bon, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes pour la plupart français ou italiens. Mais voilà, mais c'est déjà une information intéressante. Euh, non, bien sûr, voilà, c'est ce qui, je pense, faut faire, qu'on recommande aujourd'hui. On va revoir un petit peu les propositions qui ont été énoncées. Bon, l'HFO, c'est mort, hein, mais c'était une technique absolument passionnante qui notamment a passionné énormément nos collègues canadiens. Hein, c'était des appareils compliqués, vous voyez, avec aucun écran, très peu de monitoring. Le principe, c'est du gaz frais, une valve ici, donc je contrôle la pression moyenne dans le système. Ici, c'est le malade. Et puis là, ici, j'ai un haut-parleur, hein, le haut-parleur que vous avez dans vos enceintes quand vous écoutez du rock. Là. Ok. Et qui oscille. C'est assez amusant parce que c'est le seul mode ventilatoire dans lequel l'expiration est active. Hein. Le haut-parleur, il va vers l'avant, et l'expiration, c'est le retour vers l'arrière, c'est une expiration active. Bon. On contrôle la pression moyenne des voies aériennes et la FiO2 qui vont être les déterminants de l'oxygénation. Les déterminants de l'élimination de CO2, c'est très compliqué. Enfin, très compliqué. C'est en tout cas très non comparable au mode conventionnel. Mais de toute façon, voilà, malheureusement, on a eu le 22, l'HFO est morte le 22 janvier 2013 par un jour de grand froid. Puisque dans ce 22 janvier 2013, il y a deux grands essais randomisés. Un anglais, vous savez, c'est un pays qui est à côté de l'Europe, là. Et un essai canadien qui ont été publiés dans le même numéro. Dans l'essai anglais, il n'y avait aucune différence avec le mode conventionnel. Et dans l'essai canadien, il y avait un peu plus de morts avec l'HFO qu'avec le traitement conventionnel. Donc clairement, c'est abandonné. Même si c'est physiologique, mais malheureusement, voilà, il y a plein d'essais, il n'y a pas d'effet bénéfique sur la mortalité. Il y a même une petite tendance vers des effets délétères qu'on ne comprend pas trop bien, notamment sur la fonction rénale. Hein. Vous savez qu'il y a une malade qui reçoivent du NO. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. Et par ailleurs, c'est quand même franchement moins efficace que le décubitus ventral. Ça, c'est un papier de l'équipe de Jordi Mancebo. Alors, c'est pas très simple à lire. Ça, c'est l'augmentation du rapport PO2 sur FiO2 quand on met des malades qui sont sur le dos, quand on leur donne du NO. Ils sont sur le dos, on leur donne du NO. Ça, le rapport PO2 sur FiO2 augmente d'à peu près, en moyenne, 25. Maintenant, au lieu de leur donner du NO, je les mets sur le ventre. Le rapport PO2 sur FiO2 augmente en moyenne de 80. Donc clairement beaucoup plus efficace que le NO. Et maintenant, par comparaison au gaz du sang que j'ai obtenu quand ils sont sur le dos, je les mets sur le ventre avec du NO. Et donc là, non, pardon, c'est par comparaison au gaz du sang sur le ventre. Ils sont sur le ventre, je rajoute du NO, je gagne encore 25, 30 de rapport PO2 sur FO2. Donc il y a un effet additif des deux. Mais clairement, le décubitus ventral est très significativement plus efficace. En gros, le décubitus ventral, ça améliore le rapport PO2 sur FiO2 de plus de 20% chez 80% des malades. 80% des malades. Et quel que soit le stade, donc voilà, là j'avais dit 70. D'accord. Évidemment, l'ampleur de l'effet est très variable. Ça marche quel que soit le type de SDRA, quel que soit l'aspect au scanner, quelle que soit la phase. Vous savez qu'il y a un effet temps dépendant. C'est-à-dire quand vous mettez un malade sur le ventre, les gaz du sang à 1 heure sont améliorés, mais à 4 heures, ils sont encore plus améliorés. Et puis, il y a ce qu'on appelle un effet rémanent, qui n'est pas constant, mais qui est retrouvé dans toutes les études. Enfin, qui n'est pas constant. Il y a des malades chez qui ça ne s'observe pas. C'est-à-dire quand vous remettez le malade sur le dos, il va avoir des gaz du sang sur le dos meilleurs que ces gaz du sang sur le dos avant la séance de décubitus ventral. Ça a été largement démontré. Ça s'appelle un effet rémanent. En gros, c'est un effet de manœuvre de recrutement, si vous voulez, pour aller vite. Vous savez qu'il y a eu plein d'essais sur l'effet, plein, enfin en tout cas 1, 2, 3, 4, il y avait 4 grands essais
sur le décubitus ventral au cours du SDRA jusqu'à une date récente. Un premier essai de Claude Guérin en France, un essai de Jordi Mancebo en Espagne, et 2 essais italiens, le premier essai de Luciano Gattinoni et le deuxième de Taccone. Et ces 4 essais étaient tous négatifs. Sauf que quand on les reprend, ces 4 essais, et qu'ils avaient inclus des malades hétérogènes, et notamment des malades pas forcément très graves, quand on prend le sous-groupe de malades qui étaient très graves à l'inclusion des SDRA sévères, qui avaient un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 100 à l'inclusion, et il y avait un effet positif sur la mortalité de la mise en décubitus ventral. C'est ce qui est résumé par cette figure. OK. Et puis ça, c'était jusqu'en 2010-2012. Et puis il y a eu en 2013 la publication de l'essai Proceva, le deuxième essai français qui a été mené par Claude Guérin, qui cette fois-ci a plusieurs mérites. Un, il s'est focalisé sur des malades sévères. 2, il y avait une stratégie ventilatoire de ventilation protectrice extrêmement bien contrôlée. Et 3, et ça c'est majeur, la posologie du décubitus ventral était très élevée. La posologie du décubitus ventral, c'est le nombre d'heures passées sur le ventre. Et donc c'était au moins 16 heures sur 24. Et donc là, dans ces conditions-là, le décubitus ventral a montré qu'il améliorait le devenir des patients atteints de SDRA. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui recommandé dans le SDRA sévère. Ça veut dire, c'est un message extrêmement important, ça veut dire qu'aujourd'hui, le décubitus ventral, ce n'est pas une manœuvre de sauvetage de l'hypoxémie du malade qui va mourir d'hypoxémie. Ça doit faire partie, parce que SDRA sévère, PO2 sur FiO2 à 100, hein, c'est un malade qui a 69 de PO2 en 70%. Hein. Ce n'est pas un drame. Ce malade, il faut le mettre sur le ventre, 16 heures sur 24, vous améliorez son devenir. Donc voilà, ce malade est mis, ça c'est une photo faite dans le service. Ah, vous voyez, ils sont sur le ventre comme ça. Oui, la tête surélevée. Hein, il faut surélever la tête, vous savez, pour améliorer la tolérance de la nutrition. Ça, c'est démontré. C'est un papier d'équipe de Jean Régnier. Et puis par ailleurs, c'est un autre avantage considérable, c'est que ça diminue l'importance de l'œdème facial et conjonctival. Et donc, ça permet, notamment pour les familles, d'être moins impressionnées par ces visages très grands. Donc voilà, donc là on a mis notre malade en décubitus ventral, donc là il était sur le dos et puis il est mis sur le ventre et vous voyez la PO2 passe de 68 à 84, la PCO2 de 46 à 44, mais la pression de plateau passe de 30 à 32. Parfait, je suis d'accord, c'est une diminution de la compliance de la paroi. Donc si je vous rappelle, la pression qu'on mesure, la pression de plateau, c'est la pression de distension du système respiratoire. Et si vous avez par exemple dans l'exemple ici de ces 2 patients, ici on a 2 patients qui ont une pression de plateau à 30. OK? Ils ont une pression, mais c'est ce patient-là qui a une paroi thoracique normale. Cette pression de plateau à 30, c'est en fait 5 cm d'eau pour repousser la paroi et 25 cm d'eau pour distendre le poumon. C'est-à-dire que la pression de distension du poumon, c'est 25. OK. Ce malade-là qui a une paroi très rigide, qui a 30 de pression de plateau, en fait, il y a 15 cm d'eau qui sont utilisés pour pousser la paroi et 15 cm d'eau pour distendre le poumon. Seule une pression transpulmonaire téléinspiratoire de 15, c'est pas élevé, ça. D'accord? Parce qu'il y a une partie de la pression qui est utilisée pour distendre la paroi. C'est extrêmement... Alors, comment on peut avoir accès à ça? Eh bien, il faut mesurer la pression dans la plèvre, mais on ne sait pas faire ça. Donc, le succès d'année de la pression pleurale, c'est la pression œsophagienne. On a maintenant des cathéters qui savent faire ça, et notamment, on a ça depuis longtemps, mais maintenant, on a des cathéters de nutrition, comme celui-là, qui sont équipés d'un ballonnet qu'on peut brancher sur un capteur de pression. Alors, ça nécessite une certaine habitude et un peu de rigueur, mais par exemple, un de nos modérateurs, en l'occurrence, le docteur Beloncle est un spécialiste de ça, il sait très bien faire ça. On peut mesurer la pression qui règne dans l'œsophage, et en mesurant les fluctuations de la pression dans l'œsophage lors de la ventilation, on peut mesurer la compliance de la paroi et la partie de la pression qui est utilisée pour distendre la paroi. Et donc, c'est pas absolument sorcier. Je dirais que c'est pas pour l'instant passé en pratique clinique courante, notamment parce que cette sonde vaut extrêmement cher, pour ne rien vous cacher. C'est une sonde d'alimentation. Hein. On peut alimenter dans l'estomac, mais enfin,
C'est pour dire que mon adjoint, Dr Belloncle, me coûte très cher, parce qu'il en met beaucoup, et qu'il ne regarde pas la dépense. Non. Donc, c'est aujourd'hui possible. Mon message, là, c'est... Aujourd'hui, c'est possible, il faut dire la vérité, c'est encore dans le cadre de travaux de recherche clinique. On est en train de travailler beaucoup, notamment François Belloncle, pour voir si on peut passer vraiment dans la pratique. Par exemple, il va essayer de démontrer qu'on peut apprendre à les infirmières très rapidement à faire des mesures fiables. Voilà, on peut connecter ça à un capteur de pression, vous savez, qu'on utilise pour les cathéters artériels, mettre ça sur le scope. Ça reste aujourd'hui un peu du domaine de la recherche, mais sachez que voilà, si ça vous intéresse, voilà, ça peut être faisable dans un service. Juste ça, c'était pour vous. La question, vous savez, c'était comment vous expliquer l'augmentation de la pression de plateau quand on met le malade sur le ventre. Eh bien, c'est effectivement lié à une diminution de la compliance de la paroi. Et l'équipe de Paolo Pelozzi avait bien montré dans une très belle étude physiologique qu'il y avait même une corrélation entre l'augmentation de PO2 observée quand on mettait les malades sur le ventre et la diminution de la compliance de la paroi. Oui, parce que la paroi, physiologiquement, la paroi thoracique, chez l'homme, alors sur les côtés, c'est les côtes, en avant, c'est le sternum, en arrière, c'est le thorax, c'est le rachis, et en bas, c'est le diaphragme. Notre paroi thoracique, elle est très asymétrique, c'est-à-dire sa compliance, c'est essentiellement vers l'avant, c'est-à-dire quand elle s'expand, elle va vers l'avant. Et c'est vachement bien. C'est utilisé tout l'été, pendant les mois d'été, sur les plages, quand les jeunes femmes se promènent en bikini. Elles gonflent le torse, et ça ne fait pas ressortir leurs omoplates. Voilà, ok. Donc c'est ça, c'est le système. Donc quand le malade est sur le dos, il est sur la partie la plus rigide du système. Et donc sa partie antérieure. Donc vous mettez le malade sur le ventre, et ben, c'est cette partie qui est justement compliante, qui est en contact avec le lit et qui va être contrainte. D'accord ? Donc vous diminuez la compliance de la paroi. Et donc vous observez une augmentation de la pression de plateau. Ce n'est pas du tout choquant. OK ? À la 36e heure, on est en décubitus ventral. Dorsal, pardon. PIP 15. Il a reçu près de 4 litres de sérum salé depuis l'admission. Il est sous noradrénaline. Et voilà les données. Vous avez des données hémodynamiques. Le malade a un cathé droit. Et donc vous voyez qu'il a un index. Alors pour une saturation artérielle à 90%, il a une SVO2 à 66%, des lactates à 1,8. Une pression artérielle que je ne vois pas ici, 110-55, 3,7 d'index, 13 de pression artérielle pulmonaire d'occlusion. Et il a en même temps une échographie qui montre que un rapport des diamètres VDVG à 0,7, ce qui est normalement élevé. Pas monstrueux, mais trop élevé. Aucune. Donc il y a pas mal de gens qui font du furosémine. Ouais, alors c'est peut-être le problème, c'est qu'ils n'ont peut-être pas vu le truc. Donc le malade il est encore sous noradrénaline. Vous savez que c'est une question importante. Hein. D'abord, c'est une question extrêmement importante, le support hémodynamique dans le SDRA, ne serait-ce qu'à cause des conséquences de l'hémodynamique sur l'oxygénation artérielle. C'est majeur. 2, c'est la gestion de la volémie. Hein. Il y a beaucoup de données, vous savez, qui montrent que c'est un élément extrêmement important et que ça a un impact en termes de pronostic, au moins en durée de ventilation, et notamment les données de l'étude FACT hein, qui a été conduite par la RDSNet. Alors c'est incompréhensible là. En fait, à tête reposée, c'est pas si compliqué que ça. Sauf que l'idée, c'était de montrer que quand on faisait cette étude, montre qu'une technique de déplétion assez précoce au cours du SDRA aboutit à une diminution de la durée de ventilation. Simplement, c'est juste pour montrer ça, c'est que les malades rentraient dans l'algorithme de décision avec une déplétion que quand ils n'avaient plus de noradrénaline. Donc ce malade a encore de la noradrénaline, il a encore besoin d'un support vasoactif et que donc c'est encore un peu trop tôt. Par contre, le jour où ce malade n'a plus besoin de noradrénaline, peut-être, en tout cas, il faut avoir à l'idée de regarder un peu le bilan entrée-sortie, puis la prise de poids. En général, ces malades ont pris énormément de poids, comme vous le savez, et donc d'essayer d'être assez actif pour accélérer la perte des œdèmes pour pouvoir raccourcir la durée de ventilation. C'est ce qui avait été montré, en tout cas, dans cette étude.
Donc nous sommes maintenant à J4, la situation se dégrade. Et vous voyez qu'à J4, avec un volume courant de 380 millilitres, une fréquence à 35, on a une pression de plateau à 33 pour une pipe totale à 15. Il est en oxygène pur et il fait de longues séances de liquide ventrale. Il a 7,22 de pH, 61 de PCO2, 52 de PO2. Donc là, franchement, il va pas bien là. Enfin, s'il y en a parmi vous qui ne pensent pas que ce patient va mal, il y a un souci. Donc voilà. Beaucoup d'ECMO. Assez peu de corticoïdes. Alors ça, c'est marrant. Ça prouve, oh, je sais pas, bon, que vous mentez, mais c'est normal. Vous mentez. Non, mais parce que c'est faux. Parce que quand on regarde les malades, ces malades-là, quand on regarde, c'est 40 à 50% reçoivent des corticoïdes. Oui, on est précoce. J'ose pas, je vais vous dire. Ouais. Précoce, enfin, on peut discuter, mais en pratique, mais un jour, j'avais dit ça dans un meeting. J'ai dit dans les congrès, les malades qui ont des SDRA, ils ont une pipe élevée, ils sont sur le ventre, ils ne reçoivent pas de corticoïdes. Et dans les services, ils sont sur le dos, ils ont une pipe modérée et ils reçoivent des corticoïdes. Et les gens, ils font ça, mais comme ils savent que c'est mal, ils ne le disent pas. Ah oui, les gens ne disent pas, voilà. Bon. Non, mais c'est mal, on va discuter. Les corticoïdes d'abord. Ok, il y a eu énormément d'études. Au passage, un des premiers grands essais sur le SDRA, c'est l'essai de Gordon Bernard, 1987. C'est un essai qui n'est pas anodin, parce que c'est dans cet essai-là qu'il invente le concept, le J28. C'est la première fois qu'on regarde la mortalité à J28. Et depuis, tout le monde a fait J28. Et aujourd'hui, s'il y avait un zombie qui dit bah, je regardais la mortalité à J29, c'est dingue. Enfin, c'est assez amusant. Ok, donc il n'y a pas d'effet démontré. Un des essais les plus pertinents, c'est celui-là, c'est celui qui a été mené par l'ARDS-NET. C'est l'essai Lazarus, qui montrait pas de différence de mortalité entre les deux bras. Et en fait, ils avaient séparé a posteriori, les malades pouvaient être inclus entre J7 et J21 de l'évolution, je crois. Et ils avaient séparé a posteriori les malades inclus précocement des malades inclus plus tardivement. Et chez les malades inclus plus tardivement, il y avait une surmortalité avec les corticoïdes. Bon, les coupages un peu a posteriori, mais il n'y a pas, globalement, il n'y avait pas de bénéfice démontré. Alors ça a été très discuté. En fait, quand vous regardez, ça c'est le supplément, ça c'est pas dans l'article. C'est assez amusant parce qu'il y a plein d'effets. Il y a plein d'effets physiologiques significatifs. C'est un essai en double aveugle versus placebo. Amélioration du rapport PO2 sur FiO2. Statistiquement significatif des J3. C'est significatif. Le rapport PO2 sur FiO2 s'améliore. Amélioration de la compliance du système respiratoire. Alors évidemment, il y a le prix à payer, les corticoïdes, l'intolérance glycémique, le machin, l'infection peut-être, mais ça c'est pas sûr. Éventuellement les neuromyopathies, j'en sais rien. Mais donc vous voyez, c'est pas aussi caricatural que ça. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas être recommandé puisqu'il n'y a pas de bénéfices démontrés et qu'il y a des effets potentiellement négatifs connus. Mais en pratique, beaucoup de gens le font, il faut dire la vérité. Probablement, une des bonnes idées, ça serait, vous savez, d'essayer de cibler ça, de cibler les malades qui pourraient relever d'une corticothérapie, et notamment avec des marqueurs précoces de risque de fibrose. Il y a une initiative prise par nos collègues de Marseille qui ont conçu un projet très intéressant autour d'une étude de corticoïdes versus placebo chez les patients qui ont un SDRA grave, mais surtout avec une élévation du taux de procollagène 3, qui est un marqueur qui suggère qu'une fibrose pulmonaire pourrait survenir. Bon, l'ECMO. Je vous conseille cette très belle mise au point écrite par Dan Brody de New York, avec des très beaux dessins. J'adore moi ces dessins en New England. Voilà. Je vous explique comment ça marche. Donc l'ECMO, dans le SDRA, on fait de l'ECMO véno-veineux. Je prends du sang veineux dans la veine cave inférieure, par exemple. Je fais
j'ai une pompe, je vais passer ça dans une membrane. D'un côté, il y a le sang, de l'autre côté, il y a de l'oxygène. Et donc, j'épure le CO2, j'enrichis en oxygène et je rends du sang dans la veine jugulaire. Et donc, c'est véno-veineuse, ça tourne en rond. OK? Et jusqu'à une date récente, il n'y avait pas, si vous voulez, l'ECMO, clairement, c'était une technique qui n'était pas nouvelle, hein, qui avait été testée. Le premier papier, c'est Warren Zappel, c'est 1960, combien 16, non la première publication d'un patient qui a survécu avec de l'ECMO, c'est 74. Zappel, non, c'est un peu plus tard, début des années 80. Donc, ce n'est pas une technique récente, c'est une technique qui avait été enterrée parce qu'il n'y avait aucun bénéfice, jusqu'à 2009. Et en 2009, il y a eu 2 événements. Et la renaissance de l'ECMO, elle résulte d'une association improbable entre un anesthésiste, enfin non, un réanimateur anglais et un virus grippal. Donc, le réanimateur anglais, c'est lui, c'est Jill Peake, en fait, qui est chirurgien d'ailleurs, spécialiste de l'ECMO et qui publie dans le Lancet en septembre 2009 les résultats de l'étude César. C'est une étude dans laquelle ils ont pris des Anglais. À l'époque, c'était européen. Atteints de SDRA et tirés au sort, soit traitement conventionnel, soit ECMO. La particularité, c'est que les malades du traitement, quand ils étaient tirés au sort, traitement conventionnel, ils restaient dans leur hôpital, et quand ils étaient tirés ECMO, ils allaient tous dans le service de Jill Peake à Leicester. Ok. Donc c'est ça, c'est un peu particulier. Et le résultat, c'est ça, c'est la première fois qu'on démontrait quelque chose qui suggère un bénéfice en termes de, vous voyez, de vie sans handicap majeur à 6 mois. Un bénéfice au traitement par l'ECMO. Alors cette étude a été très très débattue, elle a fait l'objet d'une controverse, notamment parce qu'en fait, eh ben, on ne sait pas comment du tout les patients ont été ventilés, et notamment dans le bras conventionnel. Et on sait qu'au moins 30% d'entre eux n'ont pas reçu de ventilation dite protectrice, donc il y a un problème majeur, donc ça n'emporte pas encore la conviction. Et puis je vous dis, virus grippal, 2009, hein, c'est l'épidémie H1N1, et on a, vous savez, les Australiens et les Néo-Zélandais ont été touchés par l'épidémie 6 mois avant nous, hein, dans l'hémisphère sud, et donc ils ont rapporté dans le JAMA leur expérience en disant, bah, regardez, on a ce virus H1N1 donne des SDRA très graves, et nous, dans ces SDRA très graves, on a été amenés chez 68 malades qui avaient 34 ans de moyenne d'âge, donc ils sont très jeunes, hein. L'âge moyen des SDRA, quand vous ne faites pas de sélection particulière, c'est toujours 60 ans. Donc là, c'est des patients très jeunes. Qui avaient des SDRA très graves, un PO2 sur FO2 moyen à 56 malgré une PEP à 18, et on a eu une mortalité de 25%. Bon, quand même, c'est vachement bien, ils étaient très graves. Bon, et donc on est content, et tout le monde dit ouais, donc l'ECMO, tout ça. Sauf que oui, 6 mois plus tard, on a l'expérience dans l'Utah, dans l'État de l'Utah aux États-Unis, dans la région de Salt Lake City. 4 réanimations, 30 patients avec des SDRA, regardez, très sévères. SDRA avec un rapport PO2 sur FO2 le plus bas à 61, malgré une PIP à 22 en valeur médiane, d'accord? Donc là, vraiment, 0 ECMO, mortalité 27%. Hein, donc, ça se trouve, voilà, il n'y a pas besoin d'ECMO. Ils ont les mêmes résultats sans ECMO. Donc c'est pas très clair. Et quand on prend les données françaises, c'est un travail qui a été mené au nom du réseau REVA par Taïfam. L'épidémie H1N1 2009, en France, on a tous les malades français. Là. 123 patients traités par ECMO, et on s'est focalisé sur les 103 malades qui ont été traités dans la première semaine d'évolution de leur SDRA. Et puis on a des témoins qui avaient un SDRA sévère avec une technique d'appariement extrêmement rigoureux, mais on ne voit pas de différence entre ECMO et pas d'ECMO. Sauf que on a un groupe d'une cinquantaine de malades qu'on n'a pas pu apparier, qui sont des malades jeunes. 33 de BMI, je crois que c'est un peu trop, non? Je ne suis pas un spécialiste du BMI. Et ça vous fait marrer. C'est terrible, ça. Vous voyez, très hypoxémiques et qui ont eu une mortalité relativement faible et qui ont été traités en ECMO. On n'a pas pu les apparier parce qu'on n'a pas trouvé. Mais aujourd'hui, si vous voulez l'idée, c'est OK, il y a peut-être un signal.
C'est pas sûr, hein. Il faut bien, pas sûr du tout hein, que l'ECMO sauve des vies. Hein. Il y a une possibilité, on ne peut pas l'exclure. Ah, ça c'est le dernier point important, c'est croiser les doigts. Donc il n'y a pas de données publiées. Moi je y crois énormément. Donc ça simplement le seul effet que vous voyez, c'est que c'est pas très facile de changer les réglages du ventilateur avec les doigts croisés. Pourquoi je dis ça? C'est au-delà juste de la boutade. Il faut y croire. C'est extrêmement important. Le poumon a des capacités de cicatrisation fantastiques. Il faut se battre pour ces malades, il faut faire tout nickel. Il ne faut pas baisser les bras. De temps en temps, voilà, il y a des moments extrêmement difficiles à passer. Il faut vraiment croire à ça, parce que les capacités de guérison du poumon sont absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, l'ECMO nous l'a rappelé, là, parce que maintenant, quand vous lisiez des papiers sur l'ECMO, des papiers qui datent d'il y a 4, 5, 6 ans encore, les malades qui étaient ventilés, qui étaient pris en charge en ECMO pendant plus de 15 jours, c'était un truc incroyable. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un des problèmes de cette technique, hein, c'est qu'il y a des malades qui font de l'ECMO pendant des semaines et des semaines. Et en termes voilà, de poids en soins et tout ça, c'est compliqué. Hein, c'est même discutable. Hein, c'est un sujet majeur. Mais souvenez-vous, le poumon du SDRA est capable de guérir de façon incroyable. Donc voilà, ce patient, il a été mis en ECMO à J4. Une ECMO veineuse. Voilà la taille des cathéters. Voilà, c'était mon chef de clinique de l'époque. C'est un chirurgien cardiaque ici. Donc, vous voyez, voilà, là, ici, c'est la membrane, la pompe. OK, débit de sang, le débit de membrane, on reçoit de l'héparine. Nous, quand on met les malades en ECMO, on les ventile en pression, pour des raisons très simples, toujours avec une pipe élevée. 25-15, c'est bien, ça fait un delta P de 10. Parce que je connais mes adjoints et je sais pourquoi delta P de 10, hein. P1, 25, pipe 15, l'un moins l'autre, ça fait 10. C'est-à-dire que le delta de pression, c'est 10. Comme ils sont dans un mode en pression, bon, ils vont surveiller le volume courant avec ces réglages. Donc ils surveillent le volume courant. Par exemple, le volume courant, c'est 150. Et bien, ça veut dire que la compliance, c'est... Tiens, le malade, il a 25 de pression respiratoire avec un TI assez long, 15 de PEP, il a 150 de volume courant, la compliance est de 15. Voilà, il suffit de diviser par 10. Donc je peux prendre un delta P de 10, c'est bien, parce que moi j'ai des adjoints qui ne sont pas toujours très véloces du bulbe. Et donc diviser par 10, j'y arrive. Okay. Ce malade, au 9e jour, il a fait une pneumonie acquise sous ventilation. Il a été traité pour ça. Il a une amélioration progressive de sa compliance entre J10 et J15. Il a été sevré de l'ECMO à J15, et puis ensuite passé en VAC, puis en aspiratoire, extubé. Il est sorti de réanimation à J27. Et un mois plus tard, il est retourné à son travail. Je vous rappelle, il est viticulteur, vigneron. Il est vigneron à Savenières. Savenières, c'est dans le Maine-et-Loire. Voilà, c'est ça, Savenières, ça c'est la Loire. D'accord, ça c'est le truc. Voilà, ça c'est le Savenières, c'est un vin blanc.